Eh bien, bonjour. J'ai le plaisir cet après-midi d'accueillir Yasminka Marcourt et Eric Sedlak, avec qui on va parler du problème de l'amiante dans le cas de bâtiments sinistrés. Voilà. Donc, bonjour Yasna, bonjour Eric. Je vais vous laisser vous présenter et puis faire cette présentation. Bonjour, donc moi je suis Yasminka Marco-Rursa, je suis la directrice de CIEFAS, qui est un organisme de formation, d'audit et de conseil après sinistre, incendie, dégâts des eaux, catastrophes naturelles. Voilà, et j'ai une compétence en amiante liée à la problématique sinistre. Voilà. Eric? Oui, bonjour, moi c'est Eric Sedlak. Je suis le directeur exécutif de la société Au Feu. Donc, c'est une société de décontamination après sinistre et on intervient donc en SS4 au niveau de l'amiante. Voilà. Donc, la problématique de l'amiante et sinistre, c'est quelque chose qui n'est pas très très connu. Les procédures amiantes sont bien mises en place, la législation, tout. Mais le problème du sinistre, c'est que c'est un cas exceptionnel et ça sort un peu du cadre. Par contre, on doit savoir que les sinistres ont un impact sur les matériaux et on ne peut pas ignorer ce paramètre lors de l'évaluation des risques concernant le risque amiante. Voilà, quand on intervient avec le risque amiante sur un bâtiment, on va dire neutre, c'est-à-dire qui n'a pas eu d'agression particulière, les matériaux sont stabilisés. Lors d'un sinistre incendie ou un dégât des eaux, les matériaux ne sont plus stabilisés. Il peut y avoir des libérations de particules, il peut y avoir plein de choses qui se passent et il faut savoir voilà, où on en est. Il faut quand même savoir qu'il y a 1 200 000 dégâts des eaux par an et environ 270 000 incendies. Et on a 3 millions de logements concernés par le risque amiante. Donc, ça concerne vraiment énormément de situations. Euh, Ce sont des voilà. chiffres annuels pour la France. Alors, ce sont des chiffres qui sont sortis il y a quelques années. Bon, ça a changé, c'était il y a 3 4 ans, mais maintenant, il y a peut-être un peu plus de sinistres dégâts des eaux. Certainement, ça dépend des inondations. Ça dépend aussi des sinistres qui sont réellement déclarés. Mais en gros, ça tourne autour de ça. Donc, voilà, le dégât des eaux, c'est le sinistre le plus important en France. Et je dois dire que c'est souvent le plus maltraité. Surtout les tout petits dégâts des eaux. Voilà. Donc, lors d'un incendie, il va se passer différents phénomènes physico-chimiques. Donc, on va d'abord avoir euh, une augmentation. Donc, quand il y a un sinistre incendie, vous avez systématiquement une augmentation de température, significative ou non, courte ou longue, mais la température augmente. Et dès que la température augmente, les matériaux se dilatent, quels qu'ils soient. Même le verre se dilate. Donc, les matériaux se dilatent. En même temps, on a une augmentation de la pression à l'intérieur de la pièce ou du bâtiment. Et il y a production de suie qui vient de la combustion de ce qui est en train de brûler. Et donc, cette pression va chasser les suies à l'intérieur des matériaux dont les pores sont verts. Et alors, il va aussi y avoir parfois une augmentation du taux d'humidité avec des coulures. Et lorsque la température refroidit, que l'incendie s'arrête, les pores se referment et la suie peut être piégée à l'intérieur. Donc, on voit la difficulté qui va résulter du traitement lorsqu'on on est en présence de matériaux susceptibles de libérer des fibres d'amiante. Si on exerce une action mécanique beaucoup trop forte, eh bien, on va libérer des fibres. Le technicien, l'opérateur est directement, selon les méthodes qu'il emploie, est directement face à ce risque. Et il faut essayer de trouver, dans ce cadre-là, les méthodes les plus adéquates pour réduire le risque amiante et travailler en dessous des 5 fibres par litre.
Il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en place. Le seul problème de toutes ces méthodes, c'est que personne, enfin, il n'y a aucune ni collectivité, ni aucun organisme qui est prêt à dépenser de l'argent pour qu'on puisse valider et vérifier certaines méthodes. Il y a quelques tests qui ont été faits, mais ça a été fait par des entreprises elles-mêmes. Et alors, on récolte de temps en temps quelques éléments voilà, de ce qui s'est passé, mais on n'en a pas suffisamment. Alors, ce comportement en surface en fait, des matériaux de s'ouvrir et puis de se refermer au niveau des pores, est-ce que ça implique qu'il faut agir le plus vite possible en fait, Alors, oui, il faut agir le plus vite possible parce que les suies ont la particularité d'être migrantes. C'est-à-dire les suies, c'est des tas de matières différentes qui ont brûlé et c'est le résidu, mais quand elles sont sur une surface ou par exemple sur un mur ou n'importe quoi, plus on attend, plus la suie rentre à l'intérieur. Plus elle rentre à l'intérieur, plus on va avoir des difficultés d'aller la chercher. Et très souvent, parfois, on n'y arrive même pas. Donc, on est obligé de prendre des méthodes assez lourdes, telles que des aérogommages ou des choses comme ça, pour aller extraire toute la suie qui est à l'intérieur des matériaux. Et là, s'il y a de l'amiante, c'est problématique. Et on peut passer d'un sinistre qui était facilement gérable, à condition de s'y prendre très tôt et avec les méthodes adéquates, à un bâtiment voilà, qui va vraiment poser de gros problèmes par la suite. Donc, et aussi, il faut savoir qu'il y a souvent production, entre autres, d'acide chlorhydrique. Donc, on a plein de dégâts différents qui vont s'ajouter. Et donc, le traitement de sinistrés amiante devient particulièrement complexe. Et voilà, plus on va vite et meilleures sont les chances de faire les choses correctement. Donc, Eric, lui, toi, tu as eu l'occasion, voilà, tu vas nous raconter un petit peu ce que tu as fait en SS4. Oui, donc on a été appelé à faire une intervention sur une salle municipale. Donc tout le toit, la toiture était en fibre d'amiante. Et donc la seule chose où on devait respecter, c'est les travées en fer qui tenaient cette structure, pardon. Et donc c'était le seul défi qu'on avait pour décontaminer cette salle municipale. Donc, on a commencé par la toiture, directement par l'amiante. Et donc, nous avons posé des pompes sur les techniciens pour pouvoir faire un test pour savoir comment si notre procédure était adaptée et si on ne faisait pas trop de rejet d'amiante dans l'atmosphère. Donc, on travaillait à la mousse. Donc, on a la mousse, on travaille sur des parties de 3 mètres carrés seulement à la fois. Donc, on avait des nacelles, donc les nacelles, on les a bien sûr protégées. Et donc, on allait progressivement comme un escargot. Et donc, après cette mousse, on l'a laissé agir pendant quelques minutes. Et après, on venait brosser avec une brosse à poil souple. Et après, on venait rincer simplement avec un pulvérisateur à eau. Et donc, on retrouvait l'état de la tôle ondulée en fibre d'amiante nickel. Et donc, la seule partie qui est difficile, comme je vous disais, c'était l'IPN, le U là, qui devait tenir toute la structure. On a, c'était passé à l'intérieur et donc on a eu du mal à trouver des solutions. Et là, on a été voir d'autres métiers de la carrosserie et on a trouvé des systèmes adaptés pour pouvoir aller chercher dans les quelques millimètres qu'elle est le reste d'amiante pour éviter que ça s'évacue sur la suite. Donc voilà, donc là c'était quelque chose de grand. Le seul souci, c'est que donc c'était une salle municipale. On a eu un souci avec le personnel municipal uniquement
qui rentrait dans une zone protégée sans protection. Donc là, c'était la police qu'il fallait faire. Et donc, en leur expliquant bien correctement, ça s'est bien passé. Et donc, après ça, on a eu les résultats de ce qu'on a fait. Et on prouve que notre méthode dans le sinistre est adaptée à l'amiante parce qu'il n'y a aucune fibre qui est apparue sur les pompes, sur les gars. Parce que quand on parle de mousse et puis de nettoyer à la brosse, bon, c'est vrai que c'est. Donc, il faut considérer que enfin, ça tendrait à prouver que l'amiante est absorbé en quelque sorte sur ces mousses. Là. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur Voilà, donc l'état physique de ouais, ces mousses. c'est une mousse assez épaisse. C'est solide. Voilà, donc c'est une mousse assez épaisse. Donc elle tient, vous pouvez la mettre sur un mur, elle va rester là pendant plusieurs secondes, même plusieurs minutes. Sur un plafond, c'est la même chose. Et donc elle absorbe toutes les particules. Et donc après, donc cette mousse, j'ai oublié de dire tout à l'heure, on l'aspire. Donc voilà, ça j'ai oublié de le dire. Et donc, donc toutes les particules d'amiante sont ancrées dans cette mousse et qu'on a aspirée et après, bien sûr, qu'on traite. Mais voilà, donc soit en la solidifiant ou soit en la traitant en matière liquide. D'accord. Voilà, pour donner quelques précisions, donc ça c'est une méthode qui a été mise voilà, qui existait, hein, évidemment, le traitement à la mousse dans l'agroalimentaire, etc. Mais CIEFAS l'a adapté pour le sinistre parce que ça évite d'avoir une action mécanique sur les surfaces. C'est-à-dire quand on projette un détergent, mais un détergent qui a la caractéristique de pouvoir bien mousser, ce détergent, comme disait Eric, reste collé à la surface et pendant plusieurs minutes, et c'est le produit qui travaille. Et donc le détergent aussi a une caractéristique qui est très intéressante dans le cadre d'un sinistre, c'est que un détergent alcalin a pour capacité d'ouvrir également les pores des matières de façon à ce qu'on puisse aller chercher un peu plus loin les salissures. Et donc, un bon détergent qui a un pH suffisant dans ce cas-là, eh bien, va travailler à notre place, va travailler à la place de que ce soit la mécanique homme avec son bras et donc une action un peu trop importante qui risque de détacher les fibres. Donc, la mousse fait ça. En plus, le produit est posé et on sait que chaque produit a un temps de pause et là, il a le temps de pause idéal. Et après, le traitement à la brosse, en fait, dans le sinistre, on détourne énormément de méthodes qui sont utilisées autre part. Donc, en fait, ce sont des brosses avec des grands poils bleus très souples et très, très nombreux. Il y en a vraiment énormément puisque c'est adapté pour la suie et c'est par exemple les brosses qu'on utilise dans le lavage des voitures, de façon à ne pas rayer, à ne pas appuyer. Et on brosse, on aspire. Ensuite, on rince, on aspire et tout ça est intégré bien, dans les modes opératoires amiante avec évidemment retraitement des eaux. Si on a des eaux, mais on a aussi une possibilité, par exemple, quand dans l'aspirateur, quand on aspire la mousse sous l'eau, on va mettre un gélifiant. Donc, on va être sur des déchets solides qui vont être traités en tant que déchets solides et non en tant que déchets liquides, puisque ça devient du gel. Et donc, voilà, le sinistre est vraiment un laboratoire d'expérience sur lequel on pourrait vraiment, si on voulait se donner les moyens, trouver des tas de méthodes qui seraient profitables à tout le monde. En fait, parce que si on arrive à le faire en sinistre, pour le reste, c'est facile. Mais il y a un manque d'intérêt évident. Donc voilà, c'est ça qui est dommage. Dans ce cadre, est-ce que vous avez d'autres projets en fait d'autres produits en fait, pour d'autres solutions qui pourraient être utilisables, oui, qui seraient utilisables. Oui, oui. Il y a par exemple ce que nous on appelle l'absorbeur de particules, qui est une espèce de sciure de bois, mais avec des grosses particules. Il y a vraiment des petits bouts de bois de tailles différentes. C'est imprégné d'un produit sans danger. Et bon, celui qu'on utilise est rouge. Il est légèrement humide et il a pour capacité,
Lorsqu'on le met, par exemple, vous avez au sol, vous avez de la suie, vous avez par exemple de la poudre d'extincteur. On peut avoir des poussières extrêmement fines et des particules vraiment très très fines. J'aurais bien voulu l'essayer sur l'amiante, mais bon, il faut mettre en place tout un système, tout un protocole d'essai. Eh bien, quand on met cet absorbeur de particules sur des particules beaucoup plus fines, elles s'amalgament. Et ensuite, on peut les aspirer, mais on aspire de la grosse particule, on n'aspire pas de la petite particule, et de cette façon-là, on retarde le colmatage des filtres et on n'a aucun rejet. Quand on travaille en amiante, évidemment, on aura des aspirateurs spéciaux amiante, mais dans le cadre d'un sinistre, par exemple, le problème, c'est que quand on aspire de la suie, certaines particules sont tellement fines qu'elles traversent la barrière du filtre, donc on repollue automatiquement ce qu'on vient, l'atmosphère, voilà, là où on a travaillé, on la repollue, on aspire 3/4 et on rejette 1/4. Cet absorbeur de particules permet d'éviter ça, hein, puisque tout est amalgamé. Donc ça me paraît être quelque chose de très intéressant. Et on a d'autres choses hein, de ce type-là. On a par exemple des éponges à sec en caoutchouc. Ça aussi, il faudrait pouvoir faire un test parce que ça capte toutes les poussières extrêmement fines parce que le caoutchouc est très souple, il est exposé en millions de petites cellules. Et on a de très très bons résultats avec la suie. Et je pense qu'on pourrait avoir de très très bons résultats sur certains murs, par exemple en fin de chantier, après un travail sur l'amiante. Et donc ça pourrait être transposable sur des chantiers d'amiante traditionnels. Ah oui, oui, tout à fait. En finition, oui. en fait, pour obtenir oui. un état de surface plus propre Oui. que simplement l'aspiration ou oui. l'essuyage avec une lingette. Quoi. Tout à fait. Tout à fait, parce que l'essuyage avec une lingette, le problème, c'est que soit on change de lingette très très fréquemment, et souvent on a tendance à garder la lingette un peu trop longtemps. Donc du coup, on fait le contraire de ce qu'on voulait, parce qu'on repollue, on recontamine. Donc il faut vraiment les principes qu'on a en sinistre pourraient vraiment être appliqués pour l'amiante, parce que la problématique est, on va dire, pratiquement la même. La particule d'amiante est un tout petit peu plus grande que la particule de suie est un peu plus grande que l'amiante. Mais on a des suies hyper fines. Et tout ça, c'est amalgamé et on a vraiment, en décontamination après sinistre et en sauvetage, depuis 30 ans, on a vraiment des résultats extraordinaires. Je ne dis pas dans 100% des cas, évidemment, mais on arrive à de très bons résultats. Et donc, c'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas adapter tout ça voilà, à l'amiante, ne fût-ce que la décontamination, par exemple, du matériel. Et toi, Eric, je crois que tu as fait aussi une décontamination de matériel sous des inox, où tu avais eu, si je me souviens bien, où tu avais eu de l'amiante. Oui, on a fait ça dans un restaurant rapide. Et donc, on a justement on a testé cette poudre rouge, cette sciure de bois. Donc, on n'a jamais eu les résultats positifs parce que notre technicien a pollué la zone. Mais on a eu après le résultat de la fin du chantier avec les tests, parce que c'était test alimentaire, il fallait faire tous les protocoles. Et donc, avec tous les produits qu'on a fait du sinistre, qu'on a utilisé au sinistre, on l'a utilisé là. Et donc, il s'avérait qu'il n'y avait plus aucune pollution dans ce restaurant rapide. Et donc, on a traité la totalité des inox, que ce soit en surface ou caché en dessous des plaques. Oui, c'est des ouvertures aussi pour décontaminer du matériel qui peut servir sur les chantiers, qu'on peut difficilement décontaminer. Oui, oui. Les surfaces. Oui. Et puis souvent, enfin moi j'ai vu des chantiers sur lesquels on jette du matériel très très cher, très performant, parce qu'on dit qu'il n'y a pas moyen de le décontaminer, ce qui est complètement excuse-moi du terme, ridicule, parce que nous, en décontamination après sinistre, quand on a des suies, par exemple, dans une unité centrale, etc., on les plonge, on les lave, puisqu'on sait que pour l'amiante,
hein, le traitement à l'eau avec tous les process évidemment de retraitement de tout, on peut avoir les garanties. On fait ça en sinistre tout le temps. Donc je vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire ce genre de choses dans une salle blanche avec des protocoles beaucoup plus précis et pointus. Je suis tout à fait d'accord, mais ce serait tout à fait faisable. Et je suis vraiment étonnée, même à notre époque où vraiment il faut qu'on arrête de tout jeter. Ben non, on ne se préoccupe pas de ça. Oui, effectivement, ou éventuellement, même si c'est pas complètement décontaminé à 100%, du moins, on peut être à peu près sûr que les films ne passeront pas dans l'air, Voilà, ce qui tout à est fait. l'objectif final. Tout à fait. Donc voilà, c'était un petit peu cette réflexion que nous avions quand nous travaillons sur un sinistre en présence d'amiante. Voilà. Merci. À moins que tu aies Encore des une question. points À moins que tu aies des questions à nous poser. Non, je n'ai pas de. Est-ce qu'on peut voir des exemples de surfaces traitées ou des choses comme ça? Est-ce qu'il y a des. Avec des exemples, comment, avec de la mousse, par Des photos, exemple, oui. des photos. Je peux regarder dans Euh, le. oui, alors je regarde ici, j'ai pas d'exemple. Voilà, là, Si on peut regarder là. ouais, mais il n'y a pas d'exemple par exemple, de traitement mousse. Mais après, je pourrais mettre, Tu peux nous commenter, par exemple, ce genre par d'intervention exemple, voilà. faite sur Là, par exemple, c'est dessin. un cas classique. Si on analyse donc la photo Donc, il y a eu qui un est incendie, c'est ça? sur la gauche, il y a eu un incendie, mais c'est un incendie très particulier. Et bon, si on veut jouer un petit peu aux experts, on peut y arriver. Donc là, on voit qu'en fait, le plafond est tombé, s'est effrité. On n'a pas des grandes plaques, on a plein de petits morceaux. En plus, on voit clairement, bon, il y a de la suie, mais on n'a pas vraiment des dégâts, des choses qui sont brûlées. On n'a pas un incendie total là-dedans. Très noir, oui, mais brûlé, non. Et en fait, ce qui s'est passé dans ce sinistre-là, c'est une résidence secondaire et il y a eu du vandalisme. Ils ont mis le feu à l'intérieur de la pièce, des livres, etc., plein de choses. Et puis ils sont partis, ils ont fermé la porte, ils ont parti, et ce feu a couvé très longtemps. Donc on n'a pas eu beaucoup de température. On voit bien que même par exemple, la nappe n'est pas Ça n'a fondu, pas fondu, ouais, c'est n'est vrai. pas fondu. Donc ça veut dire, bon, peut-être qu'au plafond, ça a été un peu plus chaud, mais on n'est pas monté beaucoup plus que 150 degrés, par exemple. Parce que, on va dire, à 120 degrés, une bouteille en plastique est déjà tordue. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de température, mais la température qu'il y avait a duré très très longtemps. Et donc, ce qui fait que le plâtre a perdu sa structure, il n'y a plus d'humidité et le plâtre s'est fendillé et tombé. Ben, voilà, dans un endroit comme ça, alors ça, cette photo-là a été prise il y a plus de 20 ans, ouais, même avant, ça devait être en 97 ou 16, quelque chose dans ces eaux-là. Donc on n'était vraiment pas au point à ce moment-là pour traiter ça, mais on a ça maintenant. Évidemment, il faut qu'il y ait un diag, voilà, avant travaux, et après, il faut qu'on mette ce site en sécurité, première chose. Donc, on a plusieurs façons. Par exemple, il y a le polyacime qu'on pourrait mettre, par exemple, sur tous ces déchets de façon à pouvoir les récupérer sans mettre de fibres dans l'air. Parce que dans ce cas-ci, par exemple, on pourrait mettre l'absorbeur de particules également. On a plusieurs solutions. Et donc là, clairement, quand on voit le noir sur les murs, enfin, la façon dont c'est touché, bah, ça doit être fait à la mousse. Parce que si on a eu des particules qui, dans le plafond, par exemple, quand il s'est effondré, il y en a partout. Donc, on va tout faire en essuyage technique avec des chiffons, enfin des microfibres ou des lingettes qui vont être changées tout le temps. Ou bien alors, ça va être pulvérisé, gérifié, récupéré, de façon à être sûr qu'on
qu'on évacue toutes les fibres. D'accord. Donc Voilà. la mousse est projetée sur le mur. Et la mousse est projetée au plafond, Sur les plafond, murs. mur, partout. Alors évidemment, sur une surface carrelée, ça va tenir un petit peu moins longtemps, elle descend, mais tout ça descend et c'est récupéré en bas des cloisons. Donc on travaille vraiment avec une sécurité maximum. Et Eric a fait des tests avec la mousse. Il y a une autre entreprise que je suivais du côté de Nantes également. On a lessivé un sol en dalle vinyle amiante qui était un peu abîmé. Il y a eu un sinistre. Donc évidemment, lors d'un sinistre, lorsque les choses ne sont pas démolies complètement, on doit les rendre telles qu'elles étaient avant. Enfin, on doit essayer de les rendre telles qu'elles étaient avant. C'est pour ça, par exemple, que la toiture en fibrociment a été traitée. C'est parce qu'elle n'a pas explosé, elle était toujours là et l'assureur n'a pas à la remplacer. Oui. Voilà, les dalles en fibrociment, s'il y a un voile de suie dessus, on n'est pas tenu de remplacer les dalles dalles. vinyles, les dalles de sol. Les dalles de sol, on n'est pas tenu de les remplacer. Maintenant, par contre, lorsqu'on va faire le traitement, là, on doit veiller à ne pas libérer des fibres. Donc, il faut surtout ne pas aller gratter dans les coins, etc. Donc, on a utilisé la mousse, une mousse adéquate pour la suie qu'il y avait, qui a été propulsée au sol, qui a posé. L'opérateur était en protection complète, comme s'il travaillait. Et tout reste à l'humide. Et oui. Ah oui, ça reste humide. C'est une mousse comme, on va dire, de la chantilly. Une bonne chantilly bien, mousse à raser. Voilà, ou une mousse à raser, voilà. Et cette mousse est humide évidemment parce que le produit qu'on utilise, on a 50% d'eau et 50% de produit. Donc il y a quand même une humidité qui est. Et ça peut rester un certain temps pour stabiliser avant de pouvoir vraiment. C'est-à-dire, on a après l'expérience, on va laisser, selon la qualité de la suie qu'on a, on va laisser ça 2-3 minutes, 5 minutes, rarement 10 minutes parce que le produit a fait son effet. Donc l'opérateur a propulsé ça. L'intérêt, c'est que l'opérateur est toujours distant d'au moins 2 mètres du support sur lequel il y a de l'amiante. Donc, il n'est pas directement exposé. Absolument pas. Il n'est pas directement exposé. Donc, cette méthode qui a été faite sur la toiture en fibrociment, exactement la même a été faite au sol. Propulsion de la mousse, laisser poser, brosser légèrement avec les brosses souples et ensuite aspirer la mousse et la saleté, rincer avec un pulvérisateur et aspirer l'eau de rinçage. Et comme on aspire, on est tout le temps avec de l'eau renouvelée, il n'y a vraiment aucun problème, on est vraiment sur un très très bon rinçage. On peut même imaginer des perches de pulvérisation encore plus longues. Oui. Pour des grands bâtiments, oui, même avec plusieurs buses. On peut même imaginer, par exemple, un rinçage, puisque à partir du moment où on aspire la mousse et la saleté, les poussières, etc., après cette aspiration, il ne reste pas grand-chose. Donc, on peut même faire des rinçages avec des systèmes de brouillard, par exemple, avec très très peu d'eau, de façon à pouvoir réduire les déchets, parce qu'avec la mousse, on n'a pas beaucoup de déchets liquides, c'est très limité. Et en plus, si on met le gélifiant, je veux dire, on réduit de beaucoup certaines opérations. Des solidifiés, c'est plus des bouts peltables. C'est du gel. C'est du gel. Et en ce qui concerne des poussières de béton, de ciment. C'est exactement la même chose. Ça fonctionne aussi. Ça fonctionne aussi. Tout à fait. Tout à fait. Quand on intervient parfois même sur des sinistres farine, par exemple. C'est comme la poudre d'extincteur. La farine, c'est le même problème. Il reste toujours un voile. Les bétons, enfin, même, c'est très très intéressant ces méthodes, par exemple celle qui est avec l'absorbeur de particules en fin de chantier. Parce que l'absorbeur particules de tout à l'heure. Oui, l'absorbeur, voilà, de tout à l'heure. Oui, parce que je mélange un peu toutes mes méthodes. je jongle avec ça, mais c'est extrêmement intéressant parce qu'on a d'abord, pour moi, une méthode est très bonne quand on a la sécurité,
quand on a l'efficacité et la qualité et quand on a la rentabilité. Parce que les entreprises doivent être rentables. Si c'est pour ramasser tout avec 3 poils de pinceau, tout le monde peut le faire. Mais c'est pas là le but. Donc il faut quand même arriver à faire des choses qui soient économiquement rentables. Parce que vu le nombre de chantiers qui va y avoir, je pense, dans l'avenir en SS4 avec les problèmes de poussière d'amiante, il y a vraiment intérêt à trouver ce qui va être le plus efficace, le plus en sécurité, et ce qu'une entreprise peut mettre en place et un client peut payer. Enfin, les choses se tiennent. Alors, on sort un peu de notre sujet, mais est-ce que c'est des choses qui ont été utilisées, testées également sur des risques biologiques, type champignons, aspergillus, etc., des moisissures, quoi, hein, Oui, oui. qui Oui, arrivent après sinistre d'ailleurs, en dégâts des eaux, etc. Voilà, on traite tout ce qui est moisissure. Eric, ça, tu peux en parler? Oui. Bah, ça, justement, on a eu un chantier avec Luc Baillet, avec un procès. Donc, suite à un sinistre, c'était sur Liévin. Donc, on devait protéger l'accès pour le juge, les avocats, les experts. Et donc, on a retiré les déchets, on les a déplacés, pardon. On les a déplacés. Et pour qu'on puisse faire un chemin de passage, justement, on a utilisé ces méthodes pour pouvoir être tout en sécurité. Tout ce protocole. Et donc, on a utilisé les méthodes donc, de la poudre rouge. Et après, on a lessivé avec de la mousse qu'on a bien frotté, aspiré. Entre guillemets, on a fait à peu près, je vais vous dire, pour avoir une comparaison, on a fait quoi, à peu près 30 mètres carrés de passage de 2 mètres. Et on n'a même pas eu la moitié d'un aspirateur avec un réservoir de 35 litres. Donc, vous voyez, c'est pas énorme. Et après, cette mousse, on l'a traitée avec du gélifiant. Et donc, on a fait une particule, on a récupéré un petit sac de course de déchets, tout simplement. Uniquement ça. Alors justement, parce qu'on parlait des pompiers juste dans une intervention avant, donc j'avais posé la question pour savoir si on pouvait laisser en place finalement cette mousse. Alors au contraire, quels sont les temps de traitement en fait? Est-ce que ça peut aller vite? De la poudre? Oui. Ah bah oui. Donc la poudre, je vais dire, après tout dépend ce qu'il y a au sol. Hein. Soit la suie, elle est plus grasse, donc c'est plus difficile. Mais si elle est volatile, la suie, parce qu'il y a plusieurs styles de suie, si elle est volatile, ça va très très vite. Donc on la pose au sol, on au bout d'une minute, tant qu'on a fait toute la pièce, on revient au début, on la malaxe un peu avec un balai, voilà, et après on l'aspiration peut se faire aspiration dans la foulée. tout de suite. De toute façon, on le voit tout de suite, hein, elle est rouge, la sciure, et elle devient un peu plus terne, limite un peu marron. Et donc là, on l'aspire, on le prend avec une pelle. Et ça se fait tout de suite. Voilà. D'accord. C'est l'aspiration c'est instantané. classique THE. Voilà. THE comme pour l'amiante ou la cristalline. Si par exemple on est dans un cas où il y a un risque amiante et qu'on ne va pas utiliser un balai, on passe directement à l'aspiration. Oui, il n'y a pas de. Voilà. Il ne faut pas attendre que ça sèche. Non, on en met un peu plus de façon à ce que tout soit couvert. Et au fur et à mesure qu'on va aspirer ça avec l'aspirateur THE directement. Mais alors, les moisissures, c'est exactement la même chose. Hein. On va les lessiver, on va mettre de la mousse. Par contre, il va y avoir un produit spécial moisissures, pour aller les chercher beaucoup plus loin et surtout ne pas utiliser d'eau de javel. Ça, c'est ce que tout le monde préconise. Mais en gros, on peut dire il faudrait. Quel est l'inconvénient de la javel? L'inconvénient de la javel, d'abord, c'est pas bon pour la planète, première chose. Deuxième chose, la javel est un produit complètement instable. Il y a du chlore dedans et il est alcalin, donc il est compatible avec rien. C'est bien pour ça qu'il y a beaucoup d'accidents domestiques avec la javel. Hein, il suffit de mettre la javel dans les toilettes et puis du canard WC, et puis on a une réaction exothermique qui peut brûler les poumons, donc c'est vraiment pas bon. Ensuite, lorsque c'est mis sur les murs, évidemment, ça va enlever des moisissures, mais ça ne va pas aller chercher nécessairement très loin les ramifications.
Et en plus, il y a un gros problème, c'est que... Il y a un temps d'intervention aussi, oui, d'action qui est long. d'action. Et puis la javel, si elle n'est pas bien rincée, or on sait on connaît la difficulté de rincer après avoir mis de l'eau de javel. Hein, il suffit d'en avoir un peu sur les mains. On voit le temps qu'il faut frotter pour enlever toutes les traces. Bah, en fait, on a ça sur les murs. Donc, si on ne rince pas, rincer, re-rincer, etc., cette javel va rester sur le mur et quand on fait une peinture derrière, eh bien, il y a des risques de jaunissement et que ça cloque. Donc, c'est vraiment quelque chose, voilà. C'est pas une bonne idée. C'est vraiment pas une bonne idée. Mais on a des tas d'autres choses. Par contre, si on peut éviter d'arriver à la moisissure, là, c'est encore mieux. Donc, du coup, ça veut dire qu'on met un assèchement technique en place dès qu'on a un dégât des eaux. Et en fait, il faudrait vraiment y arriver parce que le dégât des eaux influence directement la qualité de l'air qu'on respire. Et on a par exemple, allez maintenant, de nouveau, les hôpitaux sont complets avec les enfants qui ont des bronchiolites, qui ont des problèmes d'asthme, de respiration, etc. Mais souvent, l'intérieur des maisons, je veux dire, combien de maisons y a-t-il où on voit des traces de moisissure? C'est évident que c'est pas bon pour les poumons. Donc, il faut sécher, même un petit dégât des eaux. Et c'est là que c'est intéressant. Effectivement. Surtout avec l'isolation des bâtiments, etc. Qui vont, en plus, parce qu'on va avoir amplifier ces phénomènes-là. Plus c'est étanche, moins l'eau va sortir. De condensation, mais ici, on parle beaucoup de traitement de l'air, de la qualité de l'air qu'on respire. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses très importantes, et puis on a un stand là, quelqu'un qui nous présente des choses pour le traitement de l'air. Mais je trouve qu'on ne s'attaque pas suffisamment à la qualité de l'air qu'on respire chez les particuliers. Ça va être toujours, oui, il y a les particules à l'extérieur, etc., etc. À l'intérieur, on va dire tout ce qui est, on va parler des COV, des plastiques, mais on en parle, mais on ne donne pas de solution. C'est bien beau, oui. Alors ça veut dire quoi? On va tout mettre à la poubelle, on va racheter du bois. C'est quand même, voilà. Je ne pense pas que tout le monde soit prêt à faire ça. Une réflexion à la source, effectivement. Et il y a une manière, par exemple, c'est qu'on soit équipé dans une maison d'un épurateur d'air. Il y en a qui sont très performants, pas chers, et on lave son air sale comme on lave son linge sale. Oui, donc finalement, c'est des techniques qui sont issues de chantiers de dépollution, finalement, qui pourraient être utilisées. Nous, on travaille tout le temps avec un épurateur d'air en sinistre, je veux dire, pas d'amiante, parce que là, c'est d'autres méthodes, mais en sinistre, un épurateur d'air est essentiel, parce que c'est de la protection collective avant la protection individuelle. Alors, l'épurateur d'air, on est d'accord que c'est un appareil qui va aspirer de l'air, qui va le filtrer et qui va le rejeter dans la même pièce. C'est ça. Voilà, il travaille en circuit fermé et parce qu'on n'a pas toujours toutes les possibilités en sinistre, il faut qu'on soit très réactif et très souple. On doit avoir plein de petites choses pour pouvoir intervenir efficacement. Mais quand on rentre dans une pièce, on a un épurateur d'air qui fait 250 mètres cubes heure, ça veut dire qu'en une demi-heure, on a lavé l'air. Et pendant qu'on va travailler, qu'on va peut-être mettre en circulation des suies, eh bien ces suies vont passer dans l'épurateur d'air directement et pas dans les poumons des techniciens. Voilà, qui essayent de garder le plus longtemps possible le masque, mais bon, on connaît la difficulté de ça. Donc l'épurateur d'air, c'est essentiel. Et dans une maison, chez moi, j'ai tout le temps un épurateur d'air. Voilà. Oui, c'est aussi une pratique qui a été envisagée pour les chantiers de désamiantage, en fait, c'est des épurateurs d'air. Mais c'est une pratique qui n'est pas tellement pas utilisée, qui pourtant améliore la ventilation générale sans avoir à réchauffer l'air. Et pour des petits traitements amiante, par exemple SS4, ces épurateurs d'air pourraient être vraiment, vraiment efficaces. Parce que bon, on a une triple filtration, il y a le pré-filtre, il y a le filtre à charbon, donc aussi tout ce qui est émanation, etc. passe là-dedans, et puis il y a le filtre EPA qui est un H13. Et il y a, comme pour les autres, il y a le tableau de bord qui indique quand le filtre EPA va être saturé.
à ce moment-là, on change d'appareil. Il y a des appareils qui sont pas très chers et qui peuvent rendre. Et ça, par exemple, ça se met très facilement en place puisqu'on est en circuit fermé. Mais encore une fois, pour pouvoir le valider, il faudrait que un organisme accepte de payer, de tester et de payer ces tests. Et c'est ça que je trouve désolant. Il faut en parler, hein, c'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui. C'est des techniques qui sont peut-être méconnues et qui sont, on comprend, à la frontière entre l'industrie de la décontamination après sinistre et puis le bâtiment. Donc il y a certainement des choses à apprendre et des conclusions à tirer. Vous êtes au cœur du problème. Donc je vous remercie, Yasna et Eric. Merci à toi, Jean-Michel.